Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني ما بيدي حيلة وفين الحيلة ما بيدي حيلة وفين الحيلة من أول نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال غير البارح وانا هني غير البارح وانا هني واليوم انا مشغول البال مشغول البال مشغول البال ما بيدي حيلة وفين الحيلة ما بيدي حيلة وفين الحيلة من أول نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال غير البارح. Notre échange avec notre invité, c'est Joshua Abdullah Sabih, un Danois. Marhaban bik dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Marhaba bik, merci pour l'invitation, c'est Abdelatif. Merci à tous les gens qui nous écoutent et votre invité. Eh bien, écoutez, c'est un honneur pour nous d'avoir parmi nous des compétences marocaines qui se trouvent à l'étranger, des valeurs ajoutées par rapport à l'image de notre pays. Notre objectif, c'est de mettre en avant ces compétences parce que le Maroc développe actuellement ce qu'on appelle le capital immatériel du Maroc, mais nous, on développe le capital immatériel émireux du Maroc. Ce capital immatériel émireux, c'est très important à le mettre en avant parce que le Maroc, c'est un ensemble entre le Maroc notre pays d'origine, mais aussi ces compétences qui se trouvent à l'étranger et qui se trouvent parfois en difficulté de se faire entendre. Et l'émission Arc-en-ciel, son rôle, c'est ça, c'est de mettre en avant ces compétences parce que tout simplement, il faut que leur voix, leur savoir-faire, leurs compétences et leur patriotisme se fait connaître auprès de notre autorité et aussi auprès des gens qui décident dans notre pays d'origine, le Royaume du Maroc. Et c'est ça l'objectif de cette émission. Et Dieu sait combien de personnes on a fait passer dans cette émission dans ce sens pour que
leur voix se fait entendre dans le cadre de la boîte à idées, des propositions qui ont été faites sur un niveau très poussé. Et ce jour, on va traiter un domaine très 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 spécial quand même. On a échangé ensemble, c'est Abdallah, c'est un domaine très poussé et j'aimerais bien, dans un premier temps, si vous le permettez, de nous faire une toute petite présentation. Qui c'est, Monsieur Joshua Abdallah Sabih? Merci encore une fois pour l'invitation. Je suis très honoré pour vous parler et parler aux gens qui nous écoutent. Et merci aussi pour cette intervention, pour la possibilité de dire quelque chose sur une partie du monde où il y a pas mal de Marocains. C'est le Danemark, c'est les pays scandinaves. On parle pas beaucoup de ce coin du monde, mais je crois que cet après-midi, on va parler ensemble précisément sur ce pays. Bien sûr. Et les Marocains qui habitent. Bon voilà, je suis, vous l'avez dit, je suis un Marocain. Bien sûr. Maroco-danois. J'habite au Danemark. Je suis un professeur à l'université de Copenhague. Voilà, je suis un intellectuel aussi, et je suis une personne qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, et plus précisément dans mon pays d'origine, qui est le Maroc. Voilà. Et votre spécialité, si vous le permettez, c'est Abdallah? Il y a pas mal de spécialités. Je suis maintenant, je suis responsable des études hébraïques et juifs et israéliennes. En même temps, j'enseigne dans des études comparatives, telles que des études juives et des études islamiques, et dans la littérature comparée et la religion et l'histoire de la religion ou des religions ou la science des religions. Je suis un théologue aussi spécialisé dans les scriptures sacrées, c'est-à-dire les livres sacrés tels que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et le Coran, bien sûr. Voilà, c'est mon parcours tout court. Parce que là, je vois sur votre parcours, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est rarissime, mais c'est la première fois que j'entends parler, moi, à titre personnel, qu'un Marocain est membre de l'Association nationale des professeurs d'hébreu. Donc, donc vous enseignez l'hébreu. C'est fort, ça montre comme quoi le Marocain, il est partout. Et ma question, c'est dans ce sens, on parle de Marocain, mais aussi on parle de la marocanité. Oui. Mais quelle marocanité? De quoi on parle? Voilà, c'est une très bonne question. On a déjà parlé juste tout court. Ouais. Être marocain aujourd'hui, ça veut dire pas mal de choses et plusieurs choses en même temps. La marocanité, c'est-à-dire on doit parler de ce qui est marocain juridiquement, et on doit parler de cette marocanité qui est au-delà de l'horizon juridique, de la définition juridique des mots propres. La définition d'être marocain aujourd'hui, on parle de le trans-marocain, c'est la transnationalité de ce qui est marocain. On parle des Marocains du monde, on parle de l'identité, de la culture, leur conception, leur perception de cette identité et leur parcours dans les pays où ils vivent, leur interaction avec l'universel, avec la culture, les sociétés, le politique dans les pays occidentaux, par exemple, même dans des pays du Moyen-Orient, tels que, par exemple, moi, je parle précisément ici, les Juifs marocains qui habitent en Israël, qui habitent, par exemple, au Canada, en France, en Belgique et ailleurs. Alors, cette marocanité, ça veut dire quelque chose. Mais ce qui est important dans cette discussion, c'est la participation dans le débat sur la marocanité. Voilà, je renvoie à une discussion tout à fait restreinte qui a essayé de définir la marocanité de point de vue qui sont au pouvoir, bien sûr, ou qui maintient au monopoly, par exemple, le discours culturel et le discours sur l'identité. La marocanité, ça veut dire quelque chose. On a le temps de développer quelques idées sur ce thème-là. Je vous prie. Donc, selon vous, la définition de la marocanité diffère
par rapport à l'aspect culturel, mais aussi à l'aspect religieux, mais aussi l'aspect identitaire, parce que là, il y a des Marocains partout, et on se trouve, et les choses telles qu'elles sont, on se trouve un petit peu avec des idées reçues, et j'aimerais bien qu'on sorte de ce tabou des idées reçues sur ce que c'est le Marocain et la marocanité. Ben, le Marocain et la marocanité, il faut un savoir-faire, mais il faut aussi se rendre compte du parcours ou de la dimension historique de ce qui est le sujet marocain aujourd'hui. Le sujet marocain étant que être anthropologique et sociologique, et même culturel, même religieux, qui navigue dans plusieurs espaces. Ces espaces ne sont pas les mêmes, même ils n'ont pas les mêmes soi-disant signes de définition. Voilà ce qui me ramène à ajouter à ce discours la dimension culturelle et la dimension identitaire sur le point de vue, ou soi-disant, ajoutons à cette discussion la dimension religieuse et la dimension historique, mais en même temps, étant que quelque chose qui est vécu anthropologiquement dans des sociétés différentes. On parle des Marocains du monde, mais en même temps, on parle de ce Marocain qui est, par exemple, soi-disant du XVIe siècle, ou bien même avant l'arrivée des Arabes et de l'islam au Maroc, et cette fondation d'un pays qui a plusieurs caractéristiques et en même temps renvoyant à plusieurs ethnies qui ont essayé, et voilà, nous avons des modèles qui le montrent, que ces ethnies ont essayé, par exemple, de vivre ensemble. Ils ont, par exemple, réussi à vivre ensemble, mais en même temps, on voit aujourd'hui, il y a un manque, il y a une absence d'un savoir, d'une connaissance érudite sur ce sujet, même dans nos écoles au Maroc, les universités, ou bien sûr aujourd'hui parmi nos compatriotes ici marocains dans des pays occidentaux. Et cette manque nous a causé à tomber dans un soi-disant un manque de mémoire qui essaie de définir qui nous sommes par rapport à notre patrimoine, mais par rapport à ce pays qui est le Maroc et ces Marocains qui sont partout dans le monde. Selon vous, je l'espère. Ce n'est pas personnellement moi, mais c'est les auditoires qui sont à l'écoute, qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que cette marocanité, selon vous, et comment on peut l'identifier. Voilà, donc c'est ça qui est l'objectif de la question. La question, on parle de marocanité, il y a des Marocains juifs, des Marocains chrétiens, des Marocains arabes, des Marocains musulmans, des Marocains berbères, des Marocains autres. Et comment vous la définissez-vous pour l'intérêt du Royaume du Maroc? Ma question, c'est pas la question comment je définis, mais ou bien comment je vois les choses, mais la question, comment on pose la question étant comme Marocain. Comme un chercheur, moi je pose la question comme cela. Par exemple, est-ce que la marocanité se définit dans un contexte tout simplement religieux, ou bien culturel, ou bien juridique, ou bien la marocanité, ça veut dire plusieurs choses. Alors, lorsqu'on pose la même question aux gens, par exemple, soi-disant des juifs, ou des chrétiens, ou des Marocains tout court, des athées, etc., qu'est-ce que c'est le marocanité pour eux? Alors, on voit que tous ces gens ont une perception d'être marocains, de leur identité étant que marocains. Et ils sont perçus par les autres comme des Marocains. Mais on voit en même temps que ces définitions, ces perceptions, ils ne sont pas les mêmes. Alors pourquoi la question qui reste à répondre, pour nous à répondre et pour tous les gens à répondre, c'est pourquoi cette différence? Est-ce qu'il y a des paramètres qui
qui sont objectifs et scientifiquement valables et utilisables pour définir une perception ou pour essayer de présenter une définition commune pour tous ces gens, pour tous ces sujets pensants sur le sujet d'être marocain. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner un exemple. Oui. Par exemple, un Marocain israélien juif qui habite, par exemple, soi-disant, dans une petite ville au sud d'Israël, Oui. Sderot, par exemple, c'est une ville très connue, pas loin de Gaza. Ces gens, il y a pas mal de Marocains. Ils se définissent étant que Marocains. Mais en même temps, leur perception de leur marocainité est tout à fait différente de, par exemple, des gens qui habitent un petit village, le sud, par exemple, la Tenrir, au sud du Maroc, par exemple, ou bien à Tanger, ou bien des Marocains qui habitent dans les alentours, par exemple, du Lyon, chez vous, là, ou bien à Paris, ou bien à Bruxelles. Il y a pas mal de perceptions. Mais Monsieur Sabeh, puisque vous parlez d'exemple, de cette communauté juive marocaine qui se trouve dans le sud d'Israël, à titre d'exemple, vous avez parlé de perception. Pourriez-vous nous donner davantage pour faire des idées plus claires sur la perception de ces gens-là, sur la marocanité ou sur le Maroc, et aussi la perception, comme vous l'avez cité comme exemple, de Tinrir. Donc, on parle de perception, mais concrètement, donnez-moi quelques exemples réels, par exemple, qui diffèrent la perception de ces juifs qui se trouvent au sud d'Israël et les juifs ou les Marocains qui se trouvent à Tinrir ou ailleurs. Les gens, par exemple, les Marocains d'Israël, oui. Alors, je ne vais pas faire d'amalgame ici, les juifs marocains ont des perceptions politiques soi-disant différentes. C'est-à-dire, ils appartiennent à plusieurs partis politiques, mais en même temps, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont perçus dans le contexte israélien comme marocains. Il y a un mot en hébreu qu'on utilise, marocaïm, ça veut dire des Marocains. Alors, pour eux, être marocain, ça veut dire ils ont une mémoire, ils ont des routes, par exemple des racines, ils ont un patrimoine, ils essaient de vivre leur marocainité aujourd'hui d'une manière plus ouverte, mais en même temps, lorsqu'on, par exemple, regarde ou bien examine leur position politique vis-à-vis, par exemple, le conflit israélo-arabe ou bien le conflit israélo-palestinien, alors la plupart de ces Marocains, ils votent droite, par exemple, et il n'y a pas mieux, il y a des colons, par exemple, dans la Cisjordanie, ils ont des positions, par exemple, extrêmes, ils sont tout à fait, soi-disant, il y a un courant très important. Par exemple, ce sont des religieux extrémistes, par exemple, mais il y a des libéraux, il y a des marxistes, il y a tout ça. Mais eux, ils se considèrent comme marocains. Ça veut dire, lorsqu'on parle comme... Voilà. Oui, c'est ça, allez-y. Lorsqu'on parle comme marocain, par exemple, aujourd'hui en Israël, et en même temps, on voit que la discussion, le débat au Maroc ou ailleurs, c'est un débat tout à fait différent parce que, voilà, d'être marocain, pour eux, ça veut dire, aux Marocains, il faut accepter ces Israéliens marocains étant qu'ils sont, ils veulent comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne sont pas au Maroc, mais en même temps, il y a un manque de dialogue, il y a un manque de communication, parce qu'il y a une situation politique tout à fait... Monsieur Sabeh, le manque de communication est entre qui et qui? Entre ces Marocains d'Israël et qui? Les responsables marocains, la société marocaine, qui devra communiquer avec eux? Ici, je vais faire une différence et clarifier un petit peu les choses. Oui. On voit que les Marocains, en Israël ou ailleurs, leur relation avec la monarchie au Maroc est très solide. Mais, contrairement à ça, la relation des Marocains juifs en Israël avec les Marocains, leurs concitoyens marocains au Maroc,
ça n'existe pas. Parce que cette relation manque quelque chose. Cette relation est déjà définie à travers des lunettes politiques, à travers le conflit israélo-palestinien. Justement, M. Sabeh, justement, c'est la question, elle est là. Parce que là, vous êtes en train de me parler, si on prend les choses sur un aspect historique, on parle depuis le commencement de 47, 44, hein, dans ces alentours. Mais avant, est-ce que ça existait, ça? Non, pas du tout. Voilà. Avant, c'est ça que je vais essayer de vous dire, c'est que avant 1948, avant l'établissement de l'unité d'Israël, ces juifs-là, ces juifs marocains qui étaient au Maroc, leur histoire, est-ce que les gens aujourd'hui connaissent cette histoire? Est-ce qu'ils connaissent leur existence, par exemple, au Maroc? Leur contribution, par exemple, à l'histoire marocaine, étant que sujet marocain. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de l'histoire marocaine d'aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays musulman, arabe, tout court. Dans nos écoles au Maroc, on ne parle plus des juifs marocains. Les juifs marocains sont devenus, par exemple, des sujets, des objets qui sont au musée, et pourtant, partout. Monsieur Sabeh, il n'y a que ça. Mais attendez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, et pourtant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, on a eu des conseillers du roi, on a eu du ministre. Il y a des grandes associations qui opèrent juifs au Maroc sur un niveau très poussé. Donc, il y a une réelle reconnaissance et que les juifs sur place le reconnaître en comparaison avec d'autres pays arabes. Donc, ça fait 2 mois, 3 mois en arrière, j'ai reçu ici à l'antenne le grand rabbin de Rhône-Alpes, qui était là, qui a parlé de cette exception marocaine par rapport à la religion juive. Si je comprends un petit peu votre analyse, c'est une analyse qui est un petit peu politisée sur la base du conflit palestino-israélien, et on parle d'un État israélien, on ne parle pas de la religion juive. Donc, il faut faire la part des choses, et on parle de 2 choses qui sont un petit peu parallèles, mais ça se rejoint quelque part, parce qu'il y a un conflit perpétuel, et espérons que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible, parce que ce n'est pas ni l'intérêt du peuple juif, ni l'intérêt des musulmans. Et là, je reviens à la phrase célèbre de Sa Majesté Feu Hassan II, quand le génie juif et le génie musulman se réunissent, c'est tout le monde qui va les suivre. Donc moi je pense qu'il y a un message d'espoir à faire passer. Mais comment vous, en tant que spécialiste, comment vous, que vous êtes quelqu'un qui maîtrise cette langue hébreu, comment vous pouvez faire passer ce message comme quoi il n'y a pas d'amalgame réel? Parce que là, si on suit cet raisonnement, il y a un réel amalgame. Cher Abdelatif, aujourd'hui, toute discussion sur les Juifs, c'est une discussion tout à fait politisée, qu'on l'aime ou l'aime pas. Oui. C'est inévitable. Alors, pour essayer de définir les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles apparaissent, aujourd'hui, il y a plusieurs discours sur les Juifs marocains ou les Juifs des pays arabes, en comparaison avec les Juifs de l'Europe, ou de l'Est, de l'Europe de l'Est en général. Pour parler des Marocains, des Juifs marocains, leur histoire au Maroc est une chose, mais en même temps, il y a cette chose qui est le départ des Marocains, le départ massif des Marocains du Maroc pour aller vivre ailleurs. Il y a quelque chose qui cloche ici, monsieur Abdelatif. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose selon vous? Cette chose, c'est le départ des Juifs marocains, le départ massif. Ce départ, c'était pas un rejet des Marocains. C'était un départ, c'était un appel. Monsieur Abdelatif, moi je pose la question. Oui. Et il y a des gens qui ont essayé de trouver des questions. On est aujourd'hui en dialogue pour essayer de trouver ou faire entendre quelques-unes des réponses
sur cette question, monsieur Abdellatif. On peut dire que, voilà, la question est la suivante. Le départ des Juifs marocains, c'était pas un départ forcé. Mais en même temps, il y a d'autres réponses. Est-ce qu'on a essayé d'écouter ces réponses? Moi, par exemple, s'il vous plaît, c'est très important. En tant que chercheur, dans notre domaine de recherche, des chercheurs ont essayé de trouver des réponses ou des raisons pour ce départ. Et les réponses sont plusieurs. Par exemple, le Maroc est pas le seul, mais parmi les seuls pays où on peut dire que les Marocains n'ont jamais été forcés à quitter le Maroc. Ils ne sont pas des réfugiés en Israël. Parce que maintenant, le gouvernement israélien, avec Netanyahou, a essayé de catégoriser les Juifs venant des pays arabes comme des réfugiés, comme les Palestiniens. Voilà le problème. Pour parler du départ des Juifs, pour essayer d'avoir une réponse générale ou bien une compréhension pour plusieurs réponses à la question ou bien aux problématiques qui est, par exemple, le départ des Juifs marocains, c'est pas un départ forcé, mais en même temps, c'est un départ massif qui a nous perplexé tout à fait. Mais en même temps, cette judaïté marocaine reste ancrée dans un pays tout à fait connu par une histoire tout à fait unique. Alors, cette histoire unique, on doit parler de ça, mais on doit en même temps parler sur pourquoi nos enfants, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne savent rien sur cette histoire. Alors, en même temps qu'il y a des chercheurs, par exemple, dans des pays occidentaux, qui passent leur temps, ils investissent, par exemple, leur temps et puis pas mal de ressources pour essayer de trouver des réponses pour ce genre de problématiques. Parce que là, je dis, les judaïtés arabes, les judaïtés nord-africaines restent un continent, par exemple, à peu près inconnu pour les gens. Ben, je vais vous donner un exemple ici. Par exemple, lorsque, le défunt professeur Haïm Za'farani, qui est un Marocain, qui a éduqué pas mal de gens à Mogador, et c'est un personnage qui a aussi été professeur à Paris, qui a éduqué pas mal de chercheurs marocains et arabes en général en France. Cet personnage est tout à fait inconnu au Maroc aujourd'hui. Alors qu'on célèbre pas mal de personnalités, mais Haïm Za'farani n'est pas célébré, n'est pas reconnu, par exemple. Alors, nous avons des problèmes ici, parce qu'il y a un chercheur, un savant, qui a passé pas mal de temps à chercher, et a publié ses recherches, par exemple, sur le judaïsme marocain, et a éduqué pas mal de gens, pas mal de Marocains, pas mal d'académiciens, par exemple, par des universités aujourd'hui au Maroc, à l'université de Mohamed V, ou bien Oujda ou Agadir et tout ça. Et nous avons pas mal de chercheurs qui ont étudié, par exemple, le judaïsme, fait des recherches sur le judaïsme marocain, mais malheureusement, il y a rien qui se passe sur le plan de l'éducation nationale pour essayer d'enseigner l'histoire juive marocain, par exemple, dans nos universités et dans nos écoles. Comment Monsieur Saber, une question pratique. Donc, vous suivez l'actualité marocaine et vous êtes parmi les gens qui observent. La dernière constitution marocaine était claire. Par rapport à cette histoire des origines du Maroc et cette variété des origines du Maroc. On a parlé aussi des Juifs, on a parlé aussi de la Mazir, on a parlé aussi des autres religions. Donc, est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est notre discussion. Est-ce que c'est un moyen? Il faut trouver les outils pour que tout simplement
que les autres minorités puissent s'y retrouver dans le nouveau Maroc, ça c'est une autre discussion, mais sachez-le qu'il y a déjà une assise constitutionnelle que les Juifs eux-mêmes reconnaissent. Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est que reste. Moi j'ai peur, là. J'ai peur. À l'avenir, oui. En ce qui concerne l'avenir des Juifs marocains, ou le judaïsme marocain, tout court. Parce que là, le nombre des Juifs marocains aujourd'hui, ou restons au Maroc, c'est en déclin. Avons-nous on décline par rapport, on décline par rapport à quel pays arabe? À titre d'exemple. Non, voilà, Monsieur Abdelatif, c'est le problème. On compare avec, on parle des autres pays arabes. Le problème, c'est que si on parle sur et on est très fiers en ce qui concerne le Maroc, c'est un pays unique concernant la diversité ethnique, la diversité religieuse, la diversité de tel ou tel. Alors, il n'y a pas, ici, il ne faut pas commencer à parler, voyons, dans les autres pays arabes et tout ça. Non, c'est important de le signaler. Parce que si on prend les choses telles qu'elles sont, on voit dans d'autres pays, on n'entend même pas parler des Juifs, hein, il faut le dire telles qu'elles sont. Hein, donc, écoutez, si on compare, M. Abdelatif, mais même peut-être c'est nouveau pour vous. Par exemple, en Iran, on a 20 000 juifs iraniens, par exemple. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, des statistiques, le nombre, et on entre dans la politique de faire des comparaisons, on a un problème. Bien sûr que le Maroc, c'est un pays ouvert en comparaison avec l'Iran, ce qui explique, par exemple, la liberté du mouvement des Juifs. Ça a été le cas depuis des siècles et des siècles. Des Juifs, par exemple, par exemple, au Moyen-Âge, on sait très bien, c'était des ambassadeurs du Maroc dans des pays, par exemple, tels que le pays où je vis, le Danemark. On sait très bien, par exemple, au XVIIe siècle, il y avait un ambassadeur envoyé par le sultan marocain ici à Copenhague, et même son fils, qui a vécu au Danemark, par exemple, il a essayé de fonder une autre religion, c'est mal connu. Cette partie de l'histoire, c'est mal étudié et mal connu, par exemple. On sait très bien, il y a pas mal de recherches qui ont fait là-dessus. Mais en même temps... Je vais vous parler d'une expérience personnelle, hein, comme ça les choses soient claires. Une expérience personnelle. Donc, dans le passé, il y avait ce qu'on appelle Mleh. Oui. D'accord ? Voilà. Et j'ai rencontré des personnalités influentes hein, qui sont étant juifs, et on a parlé d'une éventuelle possibilité de créer des nouveaux Mleh. Oui. Partout, et surtout dans les villes nouvelles. Là, je vais être direct sur les choses qui ont été discutées avec un grand nombre de personnalités juives et aussi même avec des Marocains qui étaient partants, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et notamment à l'Amran et des ministères concernés. L'idée, c'est que simplement, ce n'est pas les Marocains qui ont dit non, ou le pouvoir qui a dit non, au contraire. Mais le souci qui se pose, c'est que tout simplement, ces Juifs, ils ont justifié leur refus d'une manière pragmatique. Ils ont dit comme quoi nous-mêmes, nous souffrons avec nos enfants qui sont perdus. Parce que cette notion du judaïsme, comme ça a été dans le passé, a perdu son point fort comme dans le temps. Maintenant, ils ont des enfants qui sont un petit peu modernes. Ils utilisent la religion juste pour faire plaisir aux parents, ou bien peut-être pour y aller le samedi pour assister à une messe religieuse, mais sans plus. Mais sur le terrain, sur le pratique, les jeunes juifs, des parents juifs, hein, ou bien de religion juive, elles sont comme l'ensemble des enfants, comme l'ensemble des jeunes, de quelle que soit la religion. Donc il y a cette perte aussi qu'il faut l'admettre aussi, par rapport à cette succession, par rapport à cet transfert de ce patrimoine judaïque, qui fait partie intégrante du patrimoine marocain, à titre d'exemple, et qu'ils ont décliné la proposition. Et je vous en parle et je sais de quoi je parle. Ils ont décliné. Ils ont dit on ne peut pas, parce que nous,
on est âgé, mais nos enfants ne peuvent pas retourner parce qu'ils sont pris par les pays là où ils se trouvent. Hein, donc. Voilà, M. Abdelatif, c'est un exemple qui démontre clairement, lorsqu'on parle de la question juive, et je m'excuse d'utiliser cette expression qui a un passé tout à fait noir, lorsqu'on parle de la question de nos compatriotes juifs marocains, soit ils vivent au Maroc ou ailleurs, on parle toujours d'un souci de retour. Ici, c'est moralement, éthiquement, c'est comme on essaie de résoudre un problème historique avec, soi-disant, un retour. Voilà, mais il y a pas mal de Marocains, comme vous et moi, on vit ici. Nos enfants vivent ici. On ne dit pas à nos enfants, il faut retourner au pays, au bled des parents et des grands-parents. C'est pas le problème. Mais c'est comme si on demande aux Juifs de démontrer, alors, sur la marocanité, de démontrer, hein, de faire preuve de marocanité, c'est il faut retourner au pays. C'est pas la question, mon cher. On vit, alors j'ai déjà dit auparavant, que la marocanité dans une dimension tout à fait transnationale, il y a des Marocains du monde, ils vivent partout. Ils font l'expérience de la marocanité d'une autre manière. Une autre manière tout à fait différente de retourner physiquement au pays ou au bled. C'est pas la même chose, mon cher Abdelatif. Alors, pour moi, comment dois-je faire? Est-ce que j'ai le monopole lorsque je parle de la marocanité? Est-ce que c'est les musulmans vivant au pays qui a l'unique monopole sur le discours de la marocanité, ou les gens vivant ailleurs qui sont marocains, ils ont le même droit? Mais la Constitution est claire là-dessus. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Mais je parle pas de la Constitution. Je parle de les choses qui ont vécu nos problèmes ou notre souci. C'est pas tout à fait la Constitution. Notre souci, le vécu, la perception, tradition, culture. Il y a des gens, lorsqu'on a déjà et continue à avoir des discours qui essaient, voilà, on parle gentiment en public sur les Juifs, mais en même temps, lorsqu'on est ailleurs, on parle autrement. Cher Abdel. Écoutez, je suis désolé de vous contrarier. Il y a deux choses. Il faut être aussi clair. Il y a la société, autant que sa société, et là, on peut pas dire tel, tu dois faire, tu dois pas faire. Ça, c'est un problème de société. Comme partout, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des gens qui sont intermédiaires et autres. Mais la question principale, c'est que tout simplement, il y a le Maroc a légiféré, il y a une constitution, il y a des personnalités qui donnent l'exemple à l'échelle internationale, on ne va pas plus loin, donc André Azoulay et d'autres, hein, donc qui est aussi une image unique pour le Maroc. Maintenant, vous parlez tout simplement d'un vécu, d'un Marocain de religion juive ou bien de tendance juive parce qu'il souffre comme quoi les Marocains musulmans ne le tiennent... Non, ce n'est pas ça, j'espère. Ce n'est pas ça. Non, monsieur Abdelatif, je ne pas de la souffrance. Oui. Je crois que le discours de la souffrance est déjà dépassé. Les Juifs ne souffrent plus, cher Abdelatif. Eh bien, heureusement. Heureusement. Voilà. Non, c'est une vérité historique. Mais à partir de voilà, que la souffrance n'est plus, parce qu'il y a un discours de modernité, d'émancipation qui était inauguré depuis, je ne sais pas mal de temps. Mais je parle d'un vécu. Je parle, par exemple, de la perception d'un simple Marocain au bled, ou bien un Marocain ici, moi je connais, je vous donne des exemples. Oui. Il y a des Marocains ici qui sont tout à fait fanatisés, ils parlent fanatiques et ils parlent la manière avec laquelle ils parlent d'un juif ou du judaïsme, c'est tout à aberrant. Malheureusement. Qui se trouve à l'étranger. Voilà, c'est Marocains qui se trouvent à l'étranger, vous parlez. Aussi, voilà. Il y a toujours une culture. Une culture qui est enracinée en même temps. C'est pas obligatoire. Donc, là, on vit une période trouble, que tout le monde le sait. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'enjeux. Voilà. Et ça reflète sur des... Je suis tout à fait d'accord. On parle du Maroc étant qu'un pays unique.
on parle d'un pays, d'une expérience tout à fait historique, tout à fait unique, une expérience tout à fait qui essayait, vous avez déjà parlé de ça, un modèle de civilisation tout à fait unique où il y a une coexistence, pas tout à fait, on parle pas de tolérance, parce que ça va de soi. Lorsqu'on parle de coexistence, lorsqu'on parle de marocanité, soi-disant juif, de profession juive, ou bien musulmane, ou chrétienne, ou tout ça, on vit étant que citoyen. On sait très bien que le Maroc est un pays confessionnel. On voit ça dans par exemple, en ce qui concerne, par exemple, le code de la famille, soi-disant mariage et tout ça. On voit chaque communauté a son code. Mais en même temps, cher Abdellatif, nous avons un problème ici. C'est le problème, c'est que lorsque aussi on veut enrichir et continuer cette tradition de vivre ensemble, de diversité qui était le Maroc, et il y a pas mal de choses dans la Constitution présente qui essayaient d'ouvrir, par exemple, d'ouvrir un domaine où les gens peuvent avoir une connaissance historique de leur identité et de cette diversité. On doit, par exemple, être franc et on avoue, on a... Mais il faut avouer quoi exactement? D'une manière rapide, parce que je vais essayer de donner la parole à M. Bachir El-Himri et aussi Zaki pour vous poser deux questions, s'il vous permettez. Il y a un manque dans notre système de d'éducation. Où ça, au Maroc? Les Marocains d'aujourd'hui vivant au Maroc ne savent rien sur le juif, sur le passé juif, sur l'histoire marocaine, l'histoire du Maroc où il y a des juifs. Moi, je lis l'histoire du Maroc sans juifs. Vous êtes un chercheur dans la matière, M. Joshua. Oui. Qui vous empêche de faire le nécessaire au Maroc, en tant que chercheur? Il y a des chercheurs marocains à l'université de Mohammed V qui ont essayé, ils ont dit clairement, cette génération, la génération depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, il y a un manque de connaissances. Il y a un manque de connaissances en ce qui concerne l'histoire du Maroc, étant qu'un pays où il y a plusieurs ethnies, un pays où il y a des juifs et tout ça. Ils ne savent rien du tout. C'est pas moi qui dis ça. Ce sont des juifs, ce sont des chercheurs marocains, par exemple à l'université, soi-disant de Mohammed V ou bien de Ibn Zour et ça. C'est ça. Vous avez dit quelque chose qui est très important. On doit continuer à presser, à dire aux gens qu'on doit, étant que Marocains du monde, on doit inculquer aux gens, aux Marocains, les vraies, soi-disant, normes de la marocanité, étant que cette marocanité est plurielle et ouverte et dynamique. Nous sommes en direct maintenant avec Zaki Gourman. Oui, Zaki, bonjour. Ami, comment ça va? Ça va très très bien. Je suis désolé avec cet incident téléphonique. C'est pas grave, c'est l'aléa du direct. L'aléa du direct, et c'est une fierté pour... Bien sûr. Du volontariat. Allez, je t'en prie. Bon, j'ai suivi avec grand intérêt l'intervention de notre ami Joshua Abdallah pour ça. Alors, j'ai vu dans son intervention presque 3 ou 4 pôles. L'identité marocaine, elle est loin des problèmes israélo-israéliens. Alors, d'abord, cher ami Joshua, je te souhaite la bienvenue pour la première fois sur la radio de la transparence et de la vérité, et je te dis Mazan Tov, et je te dis pour l'avenir Inch'Allah Tov. Donc, ma question, elle est relative à la marocanité. La marocanité est une chose compacte, avec ses diversités ethniques, historiques, religieuses, culturelles. Et linguistique, bien sûr. Mais elle est compacte. Un Marocain est un Marocain. Pour qu'il ne soit pas Marocain, il faut qu'il se vide de son sang, il faut qu'il se suicide, et même s'il se suicide, il devient
Marocains suicidés. Un juif marocain, feu Mohamed V, que Dieu l'abrite dans son saint paradis, quand les nazis ont demandé les juifs marocains, il leur a dit « Je n'ai pas de juifs ici, je n'ai que des Marocains. Si vous voulez prendre un des juifs marocains, prenez-moi d'abord. » Donc aujourd'hui, l'identité marocaine, elle est compacte. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à rentrer dedans. C'est vrai qu'il y a des problèmes de communauté. Alors, ma question, pouvez-vous faire un petit éclairage, mon ami? Première chose, sur la différence entre les ethniques, parce que ce sont 12 tribus dans l'histoire d'Israël. Hein, et c'est écrit dans le Coran, dans tous les livres saints. Aujourd'hui, et on a grosso modo les Séfarades et les Ashkénazes. Mais c'est vrai que les Marocains, on a entendu, il y a longtemps, qu'il y avait quelques problèmes liés à la communauté marocaine. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, l'éclairage que j'ai envie que vous nous disiez, c'est que quand vous dites qu'il y a des Marocains extrémistes en Israël, et ça, il peut y en avoir. Il y a des Marocains extrémistes qui sont avec Daesh. Et ça n'a rien à voir avec l'identité marocaine. Les juifs marocains n'ont aucun problème, ni administratif, ni religieux, ni culturel, ni de transit, ni de résidence. Et c'est pas obligé qu'ils reviennent avec le Maroc. Donc c'est sur ce point-là qu'on a besoin d'un éclairage. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Selbachir Al-Himri, notre correspondant à Damak, un homme de médias, mais un homme aussi militant. أهلا وسهلا سي البشير. مساء الخير، تحية صادقة لطاقم الإذاعة ومعد البرنامج وضيفك العزيز. أود في البداية أن أهنئكما على الخوض في موضوع أعتبره مهم في الوقت الراهن لاعتبارات عديدة. عرفت الأستاذ عبد الله صبيح منذ أكثر من 5 سنوات بالجامعة، حيث اخترت مواصلة الدراسة في شعبة الدراسات الإسلامية التي أنهيتها بجامعة محمد الأول بوجدة. كان لي الشرف الاطلاع على مجموعة من البحوث التي أنجزها وقراءة مجموعة من الكتب التي ألفها وترجمها. أعتقد بأن متابعتي من خلال متابعتي للبرنامج، أعتقد بأن الدستور المغربي دستور 2011 أعطى حقوق واسعة لكل مكونات المجتمع المغربي، بما في ذلك المكون العبري. فبالتالي لحد الساعة هناك العديد من اليهود المغاربة الذين فضلوا العيش خارج الوطن، بالخصوص في فرنسا، موجودين هنا كذلك في الدنمارك، ولكن ما زالوا محرومين من العديد من الحقوق. على سبيل المثال الحصر، كان من الضروري أن نفكر كمجموعة أو كمغاربة يعيشون في الدنمارك في إيجاد مركب ثقافي يكون فضاء لجميع المكونات التي ذكرها الدستور. من المعلوم أن المجتمعات الأوروبية تعرف احتقان حاد ما عشناه خلال الأسبوع الذي ودعنا في هولندا إبان الانتخابات البرلمانية، والخوف والهلع الشديد الذي عاشه مغاربة هولندا. بالأمس محاولة الاعتداء على في المطار تاع أورلي في فرنسا. إذن غالبية المجتمعات الأوروبية تعرف احتقان بسبب ظاهرة التطرف والغلو واستمرار الصراع العربي الإسرائيلي وغياب حوار الأديان. في نظرك الأستاذ صبيح المحترم،
وفي ظل هذه التطورات ألسنا في حاجة كجالية مغربية وتطبيقا لما ورد في الدستور المغربي الذي أعطى حقوق لكل مكونات المجتمع المغربي، ألسنا بحاجة إلى مركب ثقافي يكون فضاء للنقاش، لإبراز صورة الإسلام الحقيقي، لإبراز التنوع الثقافي الذي عاش فيه المغرب لسنوات، عوض تهافت على شراء المساجد. السؤال الثاني، أنا عرفت الأستاذ صبيح عن قرب وقرأت عدة مؤلفاته التي سواء كتبها أو ترجمها، ثم عرفت الثقافة السياسية الواسعة التي يحملها واللغات المتمكن فيها، واللي بواسطتها يمكن أن يمرر الخطاب الذي نعتقد ضروري لإقناع الساسة الدنماركيين فيما يخص قضية الوحدة الترابية. لماذا في نظر الأستاذ هل هناك تفسير حول ابتعاده كليا عن المشاركة في تدبير ملف القضية الوطنية وتفرغه كليا للبحث العلمي؟ ألا يعتقد الأستاذ بأن المغرب في حاجة إلى الثقافة السياسية واللغات التي يمتلكها لتمرير الخطاب الذي يريد؟ شكرا. أن يكون الأستاذ واضح في أجوبته. شكرا Sylvestre. شكرا. Vous avez entendu les deux questions. Apparemment, donc la première question de M. Zaki, vous ne l'avez pas écoutée entièrement. Mais je pense que votre réponse dans un premier temps, ça va être par rapport à Si El-Bachir. À vous la parole. Merci. غير بالنسبة للأستاذ البشير، السؤالان اللي يطرحهم هما يعني مهمين بدرجة كبيرة، وغادي نحاول فيما أمكن يعني في هذه العجالة، ولكن مقاربة ممكن تكون واضحة بالنسبة للمستمع. هو أن بالنسبة للحديث عن للأسف الشديد هو أن كنلاحظوا أن يعني اسم الإرهاب هو التصق بينا احنا كمغاربة. يعني هذا الجيل اللي هو الثالث أو الثاني أو الثالث أو الرابع اللي موجود حاليا في مجموعة ديال البلدان الأوروبية، واللي كنلقاو مثلا في نفس الوقت أن خطاب التطرف يعني كيجيد كيترسخ وكيلقى يعني الطريق ديالو إلى هذه الأجيال، وخاصة الجالية المغربية وخاصة الشباب. نحن كنتحدثوا عن الشباب بصفة استثنائية. هو لماذا؟ يعني ما هو البديل؟ احنا جربنا جوج الحوايج سي عبد اللطيف. جربنا اللي هو الحاجة الأولى اللي بداها، وخاصة بداها ملك المغرب فيما يتعلق بتنظيم الحقل الديني، وحاول يعني 14 سنة حاليا احنا كنسهروا في هذا الباب على تكوين أئمة إلى آخره اللي يكونوا منفتحين على التطورات اللي حاصلة، ويكون عندهم ثقافة سياسية وبالأخص ثقافة دينية اللي كتشتغل على الوسطية، يعني هذا الإسلام الوسطي المتنور إلى آخره. للأسف الشديد اللي كنلقاو هو أن اللي كاين اللي عندنا حاليا هي وهو أن هذا يعني تصاعد في الخطاب ديال التطرف، والمغرب يعني ما كيمرش يوم يعني حتى في المغرب ما كيمرش يوم إلا وكنسمعوا خبر أن هناك تفكيك خلية إرهابية إلى آخره. واش هذا في حد ذاته يمثل فشل تنظيم الحقل الديني بشكل عام، أو أن الآليات الموجودة حاليا وخاصة الأموال اللي كتصل لها والمجهودات اللي كتصل لها فيما يتعلق بتنظيم الحقل الديني والثقافي في الدول الأوروبية في الأوساط الجالية المغربية، هذا يعني ينبني على ما يلي. أولا اللي كنلاحظوا هو أن يعني فيما يتعلق بالدنمارك، وهذا ينطبق في أغلب الأحيان على مجموعة ديال الدول الأوروبية، فيما يتعلق هو أن كنلاحظوا
غياب مراكز ثقافية تعتمد على أولا تقديم ما هو المغرب، اش من بلد هو المغرب، ثقافة المغرب، تاريخ المغرب، وفي تفاعل مع حنا ملي كنلقاو مثلا حنا كنفتخروا بأن يعني في المدرسة المغربية اللي تعلمنا فيها وقررونا أساتذة تعرفنا مثلا على الفكر الغربي بشكل جميل جدا وتفاعلنا معه ماشي بشكل إقصائي. حنا اللي كنلقاو هو أن كنلقاو هذه الأجيال هنايا هو أنها متربية في الغرب الولوج ديالها في المدارس الغربية، ولكن في نفس الوقت هناك تصاعد في تفكير مثلا إقصائي، تطرف إلى آخره، نظرا لغياب مراكز ثقافية اللي كتعني بهذا الشكل بالمجال والشأن الثقافي اللي ممكن أن تلعب على وتر أن هناك ما يسمى اندماج داخل المجتمعات الغربية، ماشي لأنه باعتبار أن احنا مسلمين يعني غريبين على هذا المجتمع، بل لأن الإسلام هو جزء مكون من الحضارة العربية ومن الحضارة الغربية بشكل عام. هذا كيكون غايب بشكل عام. احنا اللي كنلقاو اللي لقينا في التجربه هو ان هناك ما يسمى بالدكاكين ديال التدين، يعني المساجد في الحوانت الى اخره، اللي كنلقاوها هي كتكون يعني بصراحه هو هذاك العش اللي كيزدهر فيه ما يسمى الفكر الانعزالي عن الحضاره الغربيه. احنا كنعلموا ولادنا انه ينعزلوا عن الحضاره الغربيه، عن المجتمع الغربي الى الثقافه الغربيه باعتبار بانها شيء نجيز الى اخره. وهذه المسائل اللي احنا يجب ان ننتبه اليها، وبان نحتل المسؤوليه على الدوله المغربيه باعتبارها دوله يعني كتمثل تاريخ وكتمثل يعني دوله وازنه يعني على المستوى التاريخي وحتى على المستوى الجيوسياسي حتى على المستوى الثقافي، بان احنا ماشي غير يعني بلد او ناس اللي كنتلقاو المعرفه، ولكن كذلك ناس كذلك كنصنعوا المعرفه. جوستومون سي صباح الله يخليك، في هذا الاطار باش ندوزو للسؤال الثاني ديال سي البشير اللي تتعلق بالقضيه الوطنيه. راك العلم بان هناك سفيره جديده مدام خديجه الرويسي اللي هي اللي دابا في الدنمارك، وهذه مرأة من اليسار واللي عندها افكار متفتحه واستقبلتكم واستقبلت مجموعه ديال المغاربه، ولكن على ما يبدو كاين واحد الريغلاج افير. هذا الريغلاج باقي ما تقاتش، الحقوا طريقه، هناك بعض القيل والقال والهضره وهادشي كامل. هادشي كامل انا بالنسبه لي كملاحظ عبر هذا البرنامج، في رايك انت واش الدبلوماسيه المغربيه الموجوده بهذه المنطقه قايمه بالواجب ديالها في هذا الاتجاه اللي تتقول فيه انت ولا لا؟ بالنسبه لي يعني يجب ان نعطوا السفيره الجديده يعني حقها، يعني هي انسانه جديده، يعني الله جات هذه البلاد هذه، حاولت تفتح الابواب الحوار مع مجموعه ديال الناس. انا من ضمن الناس اللي عرضت عليهم، ولكن للاسف الشديد كنت مريض ما التقيتش بها. وكنظن على ان هذه بادره طيبه في حد ذاتها. المشروع مازال ما انتهاش. المشروع هو الانفتاح على ليس فقط على الجاليه المغربيه، ولكن كذلك على افكار معينه يجب ان تكون اللي كتخدم اولا في صالح المملكه المغربيه، وكتخدم مصالح المغرب كبلد وقضاياه المتعدده، وخاصه بان احنا كمغاربه كجاليه مغربيه يعني المقاربه التعاطي مع الجاليه يجب ان يختلف وان يقطع مع الممارسات السابقه اللي كانت كتعتمد على الزبونيه بشكل عام. لا هذا الكلام تقول فيها السي صباح يعني تنوافق معك 100%. هذا الكلام كنا هضرنا مؤخرا نيت مع السي البشير في هذه القضيه هذه. دابا السؤال المطروح دابا هذه تقريبا عندها شي 3 شهور ولا 4 شهور وقيلا باش جات السيده السفيره عندكم تمايا. كاين هناك دارت واحد المحاوله باش تلاقى مع الناس، شفنا في فيسبوك بان كان لقاء مع الجاليه وهذه وداك الشيء. دونك هذه بشير خير. دابا لو سوسي كيسبوز دابا انت من النوع ديال الناس اللي عندهم طاقات قويه وعندهم افكار وعندهم يعني ان فالور اجوتي بالنسبه للبلاد باش نكونوا واضحين. واش انت مستعد شخصيا لا انت ولا كذلك الاخ البشير اللي هو عنده رجل ميديا باش تتعاملوا مع هاد الناس وتطونديو لما ليهم باش يتعاونوا معكم باش يخدموا هاد ليماج ديال المغرب كما قلتي دابا، هاد ليماج ديال المغرب في المجر عن طريق هذا المشروع اللي هضرتي عليه، وهو ربما شحال هادي نتوما تهضروا عليه ديال الفضاء الثقافي ملتي كولتوريل خصو يكون تما في الدنمارك، وكذلك القضيه الوطنيه اللي هي السؤال الثاني ديال السي البشير. واش هذا المبدا هو مبدا راسخ عندك نتايا وانت كمفكر كشيرشور، واش مستعد توندي لا مان
pour rencontrer, pour en débattre d'une manière plus claire avec les autorités marocaines qui sont sur place. سي عبد اللطيف واش كاين شي مغربي اللي كيقول لا لبلادو كاين لا مع الاسف الشديد انا نقاطعك اخي مع الاسف الشديد كاينين لا ما تكونش غلط انا مع الاسف الشديد كاينين هذا باش نكونوا واضحين لا كاين واحد المجموعه انا غنقول لك جوج الحوايج نعم بطبيعه الحال حنا كنخدموا مع كاع الناس انا كنهضر شخصيا كنخدم مع اي واحد مستعد يخدم وكيخدم بلادو بالصدق انا ما عنديش مشكل مع اولا انا ما كنعرفش الاستاذه رويتي كنعرف غير التاريخ ديالها وما غاديش لان المشكل ماشي هو السفيره الجديده انا ما عنديش مشكل مع السفيره الجديده لا انا ما تنقولش هذاك المشكل انا حاشا شوف الله يخليك لا ما نقولوش الكلام انا ما تنقولش كاين مشكل انا تنسولك سؤال واضح اسمح لي الله يخليك انا تنسولك سؤال واضح واش انت مستعد كطاقه مغربيه ككابيتال ماتيريال دي رويوم دي ماروك على ليترونجي كما الاخ البشير وغيره واش مستعدين باش يكون هناك نقاش بناء من اجل بناء مستقبل جديد لهذا المغرب في هذه المنطقه لان كاين اشكاليه الثانيه اللي هضر عليها السي البشير وهي الاشكاليه ديال القضيه الوطنيه واش تحس انت لان عندها علاقه مع السؤال وكيل غيف واش كاين هناك تقارب ما بينك وما بين الناس اللي مكلفين بالشغل تمايا باش تقدر تكون وسيله ولا همزه توصل من تقريب وجهه نظر المغربيه هذا هو اللي سي عبد اللطيف سي عبد اللطيف انا غير باش تفهمني شنو كنقول تفضل انا يعني كباحث وكنشتغل على مجال التعليم يعني كنشتغلوا على البحث العلمي باش نربوا حنا اجيال اللي تعرف وخاصه التخصص ديالنا يعني كيدرسوا عندنا دنماركيين وكيساعدوا كذلك يعني عرب والى اخره مهاجرين بشكل عام حنا كنكونوا هذا المواطن اللي كيعرف من بين الاشياء اللي خاص يعرف عليها هو انه التاريخ المغربي الثقافه المغربيه حتى اللهجه حتى الدارجه المغربيه باش ما يضيعش الوقت هذا نداء من هذا البرنامج راه على بالي بان كلشي تيتصنت باش نكونوا واضحين هذا نداء واضح ما فيه لا الا ولا حتى هذه هي يد ممدوده مرحبا اللي بغى يخدم بهذه الطريقه هذه كما قلتي بالمعقول وهذه وهذا السيده السفيره راه بينات الحسن النيه ديالها ربما ان شاء الله يقدر يكون واحد تجاوز ديال هاد الخطوات تاع التوريه اللي كاينه هاد الايامات ولكن شي اللي نفوتوه ولكن الله يخليك واحد السؤال كنطرحوا لي السي زكي ربما انت راك ما سمعتيش غادي نقولوا لك لان سي تري امبورطون قال لك زكي دوني نو ان éclairage ou un exemple réel de ce conflit ou ce paradoxe qui existe entre le Marocain vivant en Israël et le Marocain sur le territoire national. هو المفارقه والبارادوكس اللي كاينه سي عبد اللطيف حاليا ما بين اليهودي المغربي الاسرائيلي يعني خاصنا نعرفوا واحد القضيه لان اليهودي المغربي اللي كيعيش في اسرائيل هو كيحمل الجنسيه الاسرائيليه هذه يعني كبدايه بالنسبه للمجموعه ديال المغاربه اللي عندنا في المغرب عندهم في هذه المساله عندهم اشكال معين بالرغم من انه حنا بلادنا مفاتحه المجال السياسي كيجوا مغاربه يهود من اسرائيل كيزوروا بلادهم يعني حنا كنعرفوا مجموعه ديال الطقوس الدينيه اللي هي الهيلوله الى اخره هذه كل الطقوس الدينيه معروفه عندنا دوك الاشكاليه دابا الاشكاليه باش نديروا ختام هي الجنسيه لا الاشكاليه هي اشكاليه سياسيه وغياب حنا ذكرت لك قبل غياب الفهم والوعي عند الشعب المغربي وكذلك بان هذا الحصار اللي شنو هذا الغياب ديال الفهم بالنسبه للشعب المغربي اشنو هو بالضبط شنو هو الغياب شنو هو بالضبط جوج الحوايج خاصنا نشوفوهم شنو هما يعني مرتبطين مع بعضهم ماشي منفصلين اولا بان يعني النظام التعليمي المغربي ما قراش لوليداتنا بدا مغربي ما قراش لوليداتنا هذا التاريخ اللي ديالنا حنايا اللي فيه اليهود كعنصر يعني كمواطن كفاعل كسفير ككذا كذا من جهه اخرى هذه مرتبطه في نفس الوقت ان هناك تشويه يعني خاصنا نعرفوا بان اليهودي المغربي اللي كان في اسرائيل كان معزول كان مقطوع على المحيط ديالو اللي جا منه بلده الاصلي يعني اللي هو المغرب عن ثقافته الى اخره ويعني مجموعه ديال السنوات وهي يعني مجموعه ديال السنوات تقريبا يعني 50 سنه اللي كنشوفوا حنايا هو ان هذا اليهودي المغربي كان منقطع على هذا البلد الاصلي على ثقافته الى اخره في نفس الوقت اصبح بالاليف المصطلح اصبح بالنسبه لليهودي المغربي اللي كيعيش في اسرائيل
يعني كلمة عربي هي تساوي العدو في نفس الوقت، حتى في الخطاب السياسي، باعتبار أن العربي يعني في الخطاب السياسي الإسرائيلي هو ذلك العدو. لكن بالنسبة للمشكلة هو أنه هذا الحرمان، هذا الضغط اللي كانوا كيعيشوا فيه يعني المغاربة اليهود في إسرائيل، اللي كان كيحرمهم، كانوا حتى كيحشموا، حتى يعني كيستعروا حتى من الثقافة ديالهم. الآن واحد القفزة ثقافية ثورية بدات أولا جوج المحطات السي عبد اللطيف. أولا بدات بانتفاضة وادي صليب سنة 1959 بحيفا المغاربة اللي رفعوا فيها الأعلام المغربية والصور ديال محمد الخامس اللي كان كيقولوا لبن غوريون، كيقولوا لي ها راه حنا ولاد هذا، يعني إشارة لمحمد الخامس ماشي ولادك يعني لبن غوريون. وانتفاضة الخبز الأولى، الانتفاضة الثانية السي البشير السي عبد اللطيف، واللي كينظموها يعني مغاربة. يعني كنذكروا هنايا حركة الفهود السود اللي ظهرت في إسرائيل، وخاصة كنعرفوا مجموعة ديال القيادات اللي كانت موجودة الشبابية، يعني سعدية مرسياني والوجدة إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك يعني هاد الناس هادو ملي أنا كنشوف مثلا مثقف وكنشوف مثلا فاعل جمعوي وأستاذ جامعي اسمه سامي سالوم شتري، واللي كرموا صاحب الجلالة، يعني كي دار لنا مثلا فيلم وثائقي حول الفهود السود اللي كان نحن في الجينيريك الموسيقى ديال الناس الغيوان. هاد الناس هادو كان كيعتمدوا على الثقافه اللي هي معروفه. كتب مثلا دار فيلم وثائقي السي عبد اللطيف سميتو اجي يما نوريك دار بوك. هو من قرامه، كنعرفوا حنا فين قرامه. يعني هاد الناس هاد الثقافه ديالهم كانوا منعزلين لسنوات. يلا بدات الحركات ديال ايوا مرحبا بهم الرجوع لبلادهم. دوك باش نكونوا واضحين بطبيعه الحال. دوك السؤال المطروح، الله يخليك، لان سال لي الوقت داكشي علشان شويه تنزرب راه تقدر لي الوقت. دابا الاشكال اللي مطروح ما كاينش اشكال، بعدا كاينه واحد الصحوه، واحد الغونوفلمون يعني ديال هاد الناس هادو بالنسبه لبلادهم الاصليين، وعرفوا بان قيمه المغرب ما تتساوي حتى شي بلاصه اخرى. انا عزلوا هذيك لابيريود، عزلوا ذاك المنطقه، مشاو لهذا شغلهم. دابا فاقوا، عرفوا بان المغرب هو البلد الاصلي، وبان قال لي عزتك في بلادك. دونك هاد الناس راه بلادهم، المغرب راه بلد مفتوح على هاد الناس هادو. باش نكونوا واضحين. دونك اشكال ما كاينش. الاشكال اللي تهضر عليه من قبل دابا هذا هو اللي بغيت نلحق ليه انايا معاك. علاش نقول الاشكال كاين؟ نعم سي عبد اللطيف، الاشكال كاين. الاشكال فين كاين سي عبد اللطيف؟ فين كاين؟ هو ان كل واحد كيهضر في واد، وما كاينش ذاك الحوار نظرا للمناخ السياسي اللي كيعيشوا. ولكن دابا قلتي دابا شوف، دابا الاشكال اللي مطروح هو هذا. غادي نمشي ماتيزي دون مانيير سامبل. كانت واحد une population juive marocaine qui a pris la décision d'y aller en Israël. On va pas chercher à comprendre, donc tout le monde sait la raison. Maintenant هاد الناس هادو عرفوا بان لي زاتو اللي كان عندهم في المغرب ماشي هما لي زاتو اللي كاينين دابا تمايا. شحال من واحد رجع، وشحال من واحد تيدا كما قلتي دابا نتايا تيشر انت مغربي ديالته بقوه. دونك الكره ماشي عند المغاربه ديال المغرب، دابا الكره عند الناس اللي مشاو. دابا الباب كون المغرب سد الباب ديالو، انا متفق انا وياك، ولكن المغرب au contraire il a institutionnalisé ça dans une constitution et il le dit à haute voix. أحب وكره من كريه. دوك الاشكاليه يا اخي ماشي عند اشكاليه المغاربه القاطنين بالمغرب. دابا الاشكاليه عند هاد الناس اللي دابا خداو قرار باش يرجعوا، مرحبا بهم بلادهم. هذا هو اللي خص الانسان يفهموا. الله يخليك. انا جو سري اوغو. انا كنختلف معك السي عبد اللطيف. من حقك. من حقك. لا من حقك، هذا شيء عادي، لان الاختلاف راه رحمه كما يقولوا. خص الانسان يعرف هذه القضيه هذه، الاختلاف رحمه. تشكرك بزاف السي صابر. نطلبوا الله غير النقطه ديال القضيه الوطنيه السي عبد اللطيف اللي ذكرها السي الحمري. نعم. ما كنظنش، لان احنا اللي مفروض علينا، علاش كنا احنا بالنسبه للعمل الجمعوي والعمل من اجل القضيه الوطنيه هنايا. للاسف الشديد هو اللي كنلاحظوا، يعني اي واحد كيتفضل العمل الجمعوي والحديث عن هذه القضيه يجب ان يكون عنده الاليات والادوات والمعرفه الكافيه. اولا في العمل السياسي هنايا معرفه الاحزاب السياسيه، العلاقات الاجتماعيه، تكون عنده ثقافه، كيهضر اللغه الى اخره. اما كيجي من ولا كيهضر بالقضيه الوطنيه ما كيعرف حتى لا جانبها الحقوقي ولا جانبها التاريخي. حتى ملي كنهضروا حنا حتى هي نقاش مع يعني انصار البوليزاريو، يعني ما كيقدرش
عندنا غير كلمه صحراء مغربيه، راه حنا هذه يعني هذا القضيه اللي تتقول فيها السي عبد الله كنا هضرنا مرارا وتكرارا. هذه سي بروبليماتيك كي ام تي بو جينيراليزي بارتو ا ليترونجي. دونك لا كازي توتاليتي ديال لي سوا ديزون ديفوندور دو لا كوز ناسيونال ا ليترونجي سون دون اون بارفيت ميكونيسونس دي تون لي ابوتيسون دو لافير، وكاين اللي تيديرها بطريقه ربانيه عفويه، كاين اللي تيديرها عن طريق اخرى تيتمعش منها الله يرد به، وكاين اللي باش نكونوا واضحين نهضروا بكل صراحه الله يرد به، وكاين اللي تيخدم هذه القضيه الوطنيه وتخدمها هو عن الصدق. ولكني كما قلت مرارا وتكرارا القضيه الوطنيه هي قضيه بروفيسيونيل، il faut pas l'oublier. عندها دوتر بارامتر اللي احنا ما تنعرفوهمش، لذا تنطالبوا بان اي محاوله للدبلوماسيه الموازيه في القضيه الوطنيه il faut qu'il soit encadré par la diplomatie réelle pour ne pas وهذا هو الكلام. لا اخي الله يخليك نكمل الجمله ديالي وتفهمني علاش هذا كم تقول لي انت هضرتي تنهضر في هذه سنين بلا ما نطول وقلناها وعاودناها. ولكن مع الاسف الشديد خاصها تكون لا فولونتي دو لا ديبلوماسي اوفيسيال بور انكادري هاد الناس هادو بور فير سا. Peut-être ils ont leur raison et ça il faut dire les choses telles qu'elles sont. Leur raison, ça va risquer de créer des problèmes avec la participation de la société civile. Mais néanmoins, on a besoin d'un éclairage et d'une vérité claire et nette. أسيدي ما تقربوش هذا الموضوع، بعدوا منه راه عندهم عليه، راهم تيعرفوا واش يديروا فضينا. ولكن من ولا تبدا ينقز على هذا الموضوع ولا حق انا تنعرف المير ولا تنعرف الليلي ولا تنعرف حق راني عندي كل شيء معلومات، راه ما عنده حتى شي معلومات. المعلومات راه غارقين باش نكونوا واضحين. هذا الموضوع راه ماشي سهل. سي عبد اللطيف، نعم للاسف الشديد هو اللي كنلقاو جموعه ديال الاحزاب وخاصه احزاب اليسار يعني كتعتمد على اكاديميين زملائي في الشغل فيما يتعلق بالمعلومه التاريخيه والقانونيه اللي تبرير موقفهم لمساندة البوليزاريو. هذه نقولها لك انا بصراحه. ايوا تقربوا يا اخي، تقربوا الناس المعنيين بالامر تما، تقربوا لهم. ولكن سمعني، ملي حنا كندوسوا مع الزملاء ديالنا كنشرحوا لهم كنصحوا المعلومات ديالهم التاريخيه باعتبار نحن اكثر اطلاعا على كنصحوا لهم مجموعه ديال المعلومات يعني كيتفقوا معنا. ولكن المشكل هو ان على مستوى الزملاء حنا كنناقشوا، ولكن الخراف انا اش نقول لك انا اهتمامي وشغلي هو المجال العلمي، يعني كنربي انا هذه الاجيال هذو. ايوا اذا انا معك اخي، انا معك. هذا المجال العلمي اللي تتقول فيه مرحبا به، ولكن كل واحد عنده اميتي ديالو كما تيقولوا. chacun son métier, le diplomate عنده son métier, le chercheur il a son métier, l'associatif il a son métier. والوقيته اللي تيكون ما كانش واحد النقاش وما تكونش واحد التجاوب، لذا من هذا المنبر تناديو باش يكون هناك نقاش بناء وامرهم شورى بينهم في صالح هذا البلد. شكرا، مع السلامه اخي. شكرا بزاف، يلا بسلامه، مع السلامه. روحي بدلو حياتي. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive.
arc-en-ciel au cœur du Maroc.